La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, cette année, a mis un point d'honneur sur la question des droits humains. Des droits inaliénables, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe ou de nationalité. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires, l'égalité devant la loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leurs opinions. À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leur liberté restreinte. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez. Grâce aux générations de militantes des droits des femmes, les temps changent. Des terrains de sport aux écoles, en passant par les places publiques, les filles et les femmes défient le patriarcat et triomphent. Je suis à leur côté. J'ai pris mes fonctions en m'engageant à garantir la parité homme-femme au sein des Nations unies. Nous y sommes parvenus aux échelons supérieurs et sommes en bonne voie pour le faire à travers l'ensemble du système des Nations unies. Car l'égalité des genres n'est pas un problème. L'égalité des genres est la solution. La présidente du Pérou, en Amérique du Sud, première femme au pouvoir depuis le 7 décembre 2022, selon la Constitution, s'est prononcée en faveur du respect justement des droits humains et du droit international. Je m'adresse à vous pour rendre un hommage aux femmes, aux filles, aux adolescentes et notamment à mes sœurs du Pérou. Un hommage bien mérité. Amania Warmi, Makai, Kachunchu. Voilà ce qui est dit en quechua et qui veut dire au reste du monde qu'il n'y ait plus de violence faite aux femmes. Le Pérou est un pays respectueux de la démocratie, de l'état de droit, des droits humains et du droit international. Voilà pourquoi le Pérou cherche à promouvoir activement l'intégration latino-américaine et s'est profondément engagé en faveur de la coopération entre les pays. Le Pérou défend la paix et pour parvenir à la paix, il faut mettre en œuvre la Charte des Nations Unies, quelles que soient les circonstances. Voilà pourquoi nous défendons le principe de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de tous les États. Fille de la zone andine au sud de mon pays, j'ai directement fait l'expérience de la souffrance provoquée par la pauvreté. Et voilà pourquoi je le sais. Je sais que, comme nous l'avons réaffirmé dans la déclaration politique adoptée hier, éradiquer la pauvreté représente le plus grand défi auquel se heurte le monde et est une condition sine qua non du développement durable. Plus proche de nous, l'Afrique du Sud a adressé un bilan mitigé du mandat commun de la promotion de la paix, du progrès social, des droits de la personne humaine, conformément à la Charte des Nations Unies définie il y a 78 ans. Atteindre les objectifs de développement durable semble toujours plus improbable. Alors même que chacun de nos efforts devrait viser à appliquer le programme 2030, notre attention, nos énergies sont une fois encore détournées par le fléau de la guerre. Aujourd'hui, nous devons tous réaffirmer ces qualités essentielles qui définissent notre humanité commune. Ces qualités doivent ressortir dans la façon dont nous œuvrons ensemble en tant que communauté mondiale et en tant que pays pour mettre un terme à la guerre et au conflit. L'Afrique du Sud n'a eu de cesse de défendre le dialogue, la négociation, la diplomatie, afin de prévenir et de mettre un terme au conflit et de parvenir à une paix durable. Notre pays s'est engagé à promouvoir les droits humains, la dignité humaine, la justice, la démocratie et le respect
du droit international. L'expérience que nous avons acquise au travers de ces efforts que nous avons déployés pour sortir de l'apartheid et parvenir à la démocratie nous permet de bien comprendre la valeur de l'importance qu'il y a à associer toutes les parties au conflit pour parvenir à des solutions pacifiques, justes et durables. Ce sont ces principes qui sont à la base de la participation de l'Afrique du Sud à l'initiative de paix africaine. Cette dernière vise à parvenir à un règlement pacifique du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous devons œuvrer pour la paix au Moyen-Orient. En effet, tant que la terre des Palestiniens restera occupée, tant que leurs droits seront ignorés, tant que leur dignité sera foulée aux pieds, cette paix demeurera illusoire. Les principes contenus dans la Charte des Nations Unies sur l'intégrité territoriale et sur l'interdiction de l'annexion de territoires par la force doivent être appliqués dans le cas d'espèce aussi. L'Afrique du Sud continue de demander la levée de l'embargo économique imposé il y a 60 ans de cela à Cuba. Les sanctions imposées à notre voisin, le Zimbabwe, devraient aussi être levées, car elles sont synonymes de souffrance indicible pour les Zimbabwéens. Elles ont aussi des retombées négatives sur les pays voisins, notamment sur l'Afrique du Sud. Selon Cuba, la promotion et la protection des droits humains est un idéal commun qui exige un véritable esprit de dialogue constructif entre les États. Hélas, estime le président de la République, 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. La réalité est différente. Cette thématique est devenue, selon lui, une arme politique des nations puissantes qui soumettent les pays indépendants de l'hémisphère sud à des visées géopolitiques. Aucun pays n'est à l'abri d'un défi. De la même façon, aucun pays ne peut s'arroger le droit d'être un modèle pour ce qui est des droits humains et pour jeter la pierre à d'autres modèles culturels ou à d'autres États souverains. Nous défendons le dialogue et la coopération qui sont des voies efficaces pour promouvoir et protéger les droits humains sans politisation, sans sélectivité, sans deux poids, deux mesures, sans condition ni pression. Dans cet esprit, Cuba a présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme pour la période 2024-2026 lors des élections qui se tiendront le 10 octobre prochain. Si nous sommes élus, Cuba continuera de présenter sa vision universelle, toujours en présentant le point de vue du Sud, en insistant sur les intérêts légitimes des pays en développement. Cela va de l'engagement constructif à la responsabilité inéluctable concernant la réalisation pleine et entière des droits humains pour tous. Cuba continuera de renforcer sa démocratie et son modèle socialiste qui, même s'il est attaqué, a montré ce que peut faire un pays en développement de petite taille avec peu de richesses naturelles. Vous comptez sur Cuba pour défendre le multilatéralisme et promouvoir ensemble la paix et le développement durable pour tous. Ce sera toujours un honneur que de lutter pour la justice en partageant les difficultés et les défis avec les peuples du Sud prêts à changer l'histoire. Et nous vaincrons. Les ODD, les Objectifs du développement durable, sont adoptés en 2015. Le rapport à mi-parcours partagé par le Mozambique montre que l'on est loin du compte. Il faut rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale. Nous connaissons la guerre en Ukraine et dans d'autres régions qui mettent en danger la paix, la sécurité et l'économie internationale. Mon propre pays, le Mozambique, a connu des cycles de conflits armés, parfois déclenchés par des forces étrangères. Mais le règlement de ces conflits a été rendu possible uniquement grâce à un dialogue constructif basé sur la confiance et le respect mutuel. C'est ainsi que nous avons adopté la nouvelle loi provinciale de décentralisation qui est actuellement en cours de mise en œuvre
Et en août 2019, nous avons signé l'accord de paix et de réconciliation, également appelé l'accord de Maputo. En juin dernier, nous avons fermé le dernier camp de la Renamo, un ex-parti d'opposition armé, ce qui a marqué l'achèvement de la phase de désarmement et de démobilisation. La phase essentielle qui suit, c'est la réintégration des anciens combattants dans la société, ce qui inclut le versement des pensions, même si ce n'est pas prévu par la loi. Je voudrais exprimer notre reconnaissance puisque ce processus compte sur l'appui de l'ONU et de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux. Alors que nous nous efforçons de refermer un chapitre du processus national de paix et de réconciliation, le Mozambique est confronté au phénomène nocif du terrorisme, en particulier dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays. Au mois de mars, lors de la présidence mozambicaine du Conseil de sécurité, nous avons eu l'occasion de faire part de notre expérience de lutte contre le terrorisme. Notre stratégie met l'accent sur le renforcement des opérations de combat menées par les forces de défense et de sécurité mozambicaines avec l'appui initial du contingent rwandais et de la force multilatérale de la SADC, la SAMIM. Il s'agit là d'une expérience pionnière qui combine les interventions bilatérales et multilatérales. C'est également un exemple de solutions aux problèmes africains, mises en œuvre avant tout par les Africains eux-mêmes. Cependant, la question qui se pose, c'est que nous avons besoin d'un appui de fonds apporté à ces pays qui interviennent directement pour lutter contre le terrorisme à nos côtés au Mozambique, afin de rendre cette opération pérenne. À ce stade, malgré les crises multiformes, les désaccords entre États, on vient tout de même de démontrer que les Nations Unies et l'Assemblée générale restent un puissant instrument de dialogue et d'échange.